Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, merde. Excusez. Mon Dieu. Oui. Je peux le dire? Je peux le dire? Ben, ils sont tous là. Oui? Ah, OK. OK, merci. Excusez-moi. Ben, mon Dieu. Ça vous tente-tu de tout savoir sur la stratégie nationale de prévention? Non, non, mais ça vous tente-tu vraiment? Parce que là, vous criez fort pour qu'il y ait d'autres mondes qui arrivent. Ça vous tente-tu, la go, là, on crie comme c'est poumonné. Ça vous tente-tu un instant, à go? Tu sais, là, j'entends, ouais. Non, non, c'est un cri, là. Tu sais, c'est. Vous venez d'apprendre quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, on est en 7e match du Canadien en finale. Pas Canadien, Oilers, là. Du Canadien, là. Tu sais, c'est. Puis là, on est sur le point de compter, puis on compte en supplémentaire. Fait qu'on fait quoi? 1, 2, 3, go! Ouais! Bon, il n'y a pas personne d'autre qui entend, malheureusement. Bon, ben, on vient de confirmer que je ne peux pas vous parler de la stratégie au complet. C'est malheureux parce qu'effectivement, ça. En fait, vous le savez sans doute, on travaille très fort, en fait. Quand je dis le on, c'est pas un on personnel, c'est un on très collectif, avec beaucoup de monde qui sont ici dans la salle, mais en particulier, je veux quand même nommer l'équipe, en commençant, là, qui n'aime pas ça être nommée, là, mais Mme Trépanier, y est pour beaucoup. Elle est la directrice générale de toutes les politiques publiques, en santé publique, excusez-moi. Il y a Mélanie Cavana, qui est ici également, qui dirige cette direction-là. Il y a plusieurs autres personnes, Kathleen, etc. Il y a évidemment Nadia Campanelli qui est avec nous comme directrice principale. Donc, c'est toute une équipe qui a travaillé très fort pour aboutir aujourd'hui à une présentation, mais qui devait être devancée, vous le savez sans doute pour la plupart d'entre vous, qui devait être devancée par une annonce publique faite hier dans un contexte tout à fait d'effervescence, je crois, pour annoncer une stratégie nationale de prévention. Mais la conjoncture qui se passe en ce moment a fait en sorte que le ministre a décidé de faire ça plus tardivement, et c'est tout à fait respectable, c'est tout à fait correct pour donner tout l'espace requis à cette stratégie-là. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler de choses qui nous ont amenés jusque-là, puis d'idées émergentes autour de ça, sans venir les confirmer comme étant, ben voilà, ça va ressembler exactement à ça. Puis on va avoir la chance d'avoir 3 invités que je vais présenter dans quelques minutes qui vont venir répondre à des questions entourant justement des conditions clés de succès de cette émergente stratégie. Donc, vous le savez, le ministère de la Santé et des Services sociaux, il s'est engagé à faire de la prévention une priorité, avec une vision ambitieuse, celle d'améliorer la santé et le bien-être de la population québécoise, tout en réduisant l'importance des maladies et surtout la pression qu'il y a actuellement sur le système de santé et de services sociaux. Ça ne pourra pas être... Il y a des places un peu partout réparties là, sinon en avant, puis il y a une place aussi ici en avant. Oui. Fait que, là, je vais voir Thomas Bastien se lever, venir s'asseoir là. Fait que, tout ça pour dire que cette nouvelle stratégie-là, elle marque quand même un tournant important. Vous me direz, ben voyons, on savait déjà ça avant, mais l'idée, c'est vraiment l'engagement à marquer ce changement-là, puis elle vise à beaucoup mieux structurer les actions préventives qui vont affecter tous les milieux, donc que ce soit les écoles, les milieux de vie, les communautés, les milieux de travail, puis en engageant tout le monde, toute la société, donc plus largement que le système de santé ou les partenaires naturels ou usuels du système de santé et de services sociaux. C'est déjà une grosse équipe, mais dans allant chercher tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas déjà actif là-dessus, on va y revenir dans quelques instants. Alors, le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire le point sur ça. Là, j'imagine que c'est les diapos, moi, je les vois là, comme ça. Alors, quand je fais ça, c'est supposé avancer, c'est ça? Ou j'ai peut-être... c'est ça? Ou c'est ça? Oh, excusez. Je pense que... Bon, je vais rouler ça assez vite. Donc, ça a été annoncé le 1er novembre dernier par le ministre. Plusieurs étaient d'ailleurs là, un événement là, qui était très bien monté, qui se situait à l'UQAM. Il y a un engagement fort, non seulement de notre ministre, mais des 3 ministres autour de ça. Le Québec, c'est déjà un chef de file en prévention. Quand on se promène sur la planète Québec, mais Canada ou dans le monde, on entend qu'on est vu comme un grand chef de file.
Je pense que c'est vrai sur papier, sur beaucoup de choses. Dans la réalité, des fois, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas toujours les moyens, des ambitions que nous formulons sur papier. Vous le savez, la croissance des dépenses, c'est invraisemblable à continuer ça. C'est insoutenable, excusez-moi, si on continue ça sans essayer d'agir autrement, que ce soit en réorganisant le système de soins et services. Là, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dessus, en engageant plus d'efficacité, d'efficience. Bien sûr, il y a beaucoup à aller chercher de pertinence de services, mais il y a aussi quelque chose qui peut se passer avant pour éviter, comme on le dit, qu'il y ait un fardeau de maladie qui soit trop accentué. Quand on dit ça, on pense souvent à maladie chronique, mais il faut quand même regarder ça sur le spectre complet des âges de notre population. Alors, l'objectif, c'est-à-dire en continuité de ça, c'est de vous ramener sur le fait que le terme prévention ne veut pas toujours uniquement dire de la prévention très en amont, c'est la promotion de santé. Ça veut dire aussi de la prévention primaire, de la prévention clinique qui se passe dans l'espace surtout de prévention secondaire, c'est-à-dire aller chercher des facteurs de risque dépistés. Ça se passe aussi au niveau tertiaire lorsque la présentation clinique est affirmée et d'essayer de ramener des conditions qui font en sorte qu'on améliore le parcours évolutif ou en prévention quaternaire, là, où vraiment on est pris avec des gens qui ont des stratégies de prévention et des mélanges de médication. En tout cas, je ne veux pas rentrer là-dessus, mais qui demandent aussi un effort de ce côté-là. Alors, les projections nous amènent à considérer, je vais enlever ça, ça va être plus facile pour moi, à considérer que le fardeau de la maladie au Québec, comme dans plusieurs autres juridictions, va diminuer en termes de quantité de fardeau quand on regarde la courbe d'âge, parce qu'effectivement, on a des améliorations qui se sont projetées, puis qui se sont réalisées, puis qu'on est capable de projeter. Mais au global, considérant la quantité de citoyens qu'on a, puis le vieillissement de la population, on va avoir un nombre qui va être plus grand. Donc, il faut être en mesure de baisser ce nombre-là. Puis quand on regarde l'ensemble de la littérature scientifique autour de ça, puis il y a des gens dans notre équipe, dans nos équipes, qui ont foré ça de façon très attentive, on réalise qu'on peut probablement aller chercher à peu près une diminution de 15 % du fardeau, de ce qu'on appelle le burden of disease. J'avais le privilège d'être à l'OMS il y a 2 semaines et de constater qu'il n'y avait aucun Américain là, mais que la délégation... C'est vrai, aucun. Non, on n'est pas surpris, mais la délégation chinoise était de 186 personnes, soit 4 fois plus que l'année passée. Alors, ils essayaient de capter tout le monde, mais ils ne sont pas dans la même ligne que ça. Par contre, tous les États, les juridictions européennes notamment, convergent solidement pour dire qu'il y a moyen de réduire de 15 % à l'intérieur d'un cycle de 5 ans, donc un cycle politique normal. Et ça fait en sorte que ça inspire beaucoup de gestes qui ne viennent pas uniquement mobiliser l'espace clinique, mais qui viennent ajuster beaucoup de politiques publiques. Donc, il y a un engagement qui est autour de ça, qui est signifiant et dans lequel nous, on s'inscrit avec intérêt, considérant là où nous sommes rendus, puis ce qu'on voit, puis nos obligations à agir pour pas qu'on se retrouve comme on ne le souhaite pas. Donc, il y a des améliorations majeures qui peuvent être obtenues en réduisant, excusez-moi, l'exposition à des facteurs de risque qui sont établis. Et donc, ce n'est pas une grande nouvelle. Maintenant, en résumant beaucoup, puis en ramenant, c'est quoi les considérations qu'on a vues dans une littérature assez abondante autour de ça, mais quand même recalibrée récemment, il y a quelques mois, dans le Lancet, qui est considéré comme une revue de moins bonne qualité par notre secrétaire d'État américain, M. Kennedy. Non, mais qui nous a annoncé la semaine passée qu'il y avait 3 revues qui n'étaient pas de bonne qualité, là, avec des ferments. Oui, le New England Journal of Medicine, c'est pas une farce, là. Le New England Journal of Medicine, le Lancet puis le JAMA, qui sont les 3 plus importantes revues. Là, on va oublier ça là, pour l'instant. Fait on sent que... Non, mais pour nous, c'est un intérêt, parce que ce qui se passe de ce côté-là nous contamine d'une certaine manière. N'oubliez pas ça. Peut-être pas vous, mais plusieurs autres. Alors, somme toute, on peut jouer sur plusieurs choses. Mais ce qui marque le plus, c'est que lorsqu'on s'intéresse à éviter ce qu'on a appris hier, mais on n'a pas appris, mais on entendait des experts hier s'exprimer autour des problèmes métaboliques, les problèmes liés à la réduction de risques comportementaux. C'est là-dessus qu'on peut aller chercher le plus de gains. J'aurais dû leur dire, le meilleur s'en vient, là, mais ils sont partis. Mais, alors, puis c'est sûr que pour la nutrition puis la vaccination, il y a toujours moyen de faire de quoi avec ça, puis on peut gagner. Mais le gros, c'est de vous montrer qu'il y a quand même un 15 % réaliste, dont la majeure partie se trouve au niveau
des comportements, des habitudes de vie, sans rendre ça simple. Il faut juste rendre ça possible, l'encourager, puis mettre les dispositions qui sont déjà existantes. On a dit qu'au Québec, on a une situation qui nous porte avantage. Effectivement, notre stratégie nationale de santé publique, elle vient capturer ce qui se fait dans le programme, ou plutôt dans la politique gouvernementale de prévention en santé. Mon collègue Horacio est ici avec nous et depuis, dans les récentes années, il se charge beaucoup de cette politique gouvernementale de prévention en santé qui vient mobiliser 27 ministères et organismes et desquels déclinent des plans d'action pour influencer la santé à travers des leviers qui sont gouvernementaux ailleurs, donc on n'est pas perdu. On a aussi une capacité d'avoir le Health in All Policies. Là, ça, c'est l'exemple qu'on se donne, mais aussi, on a des leviers législatifs qui nous permettent de regarder quel peut être l'impact de la santé, sur la santé, devrais-je dire, pour les différentes politiques, grands plans d'action, lois, règlements qui émergent d'un gouvernement. Alors, cette politique-là, elle est déjà bien imprégnée, puis elle se poursuit cette année. Elle devait se terminer. On a eu les allocations suffisantes pour la continuer cette année, mais elle sera aspirée dans la stratégie. Et dans la stratégie, il y a également le Programme national de santé publique qui est en revision active, justement par les mêmes équipes d'Amélie Trépanier et tout mobilisant tout le réseau de la santé publique. Donc ça, c'est plus propre au réseau de la santé publique. En comprenant, et j'aimerais le citer tout de suite, que la stratégie nationale de prévention n'est pas une stratégie de santé publique. Elle n'est pas pour les équipes de santé publique. Elles y seront. C'est une stratégie nationale qui est mobilisante de façon beaucoup plus large, dans un spectre plus collectif et qui dépasse les frontières de l'espace connu du réseau de la santé publique. Alors, il y a eu une grande mobilisation. Je ne veux pas revenir là-dessus. Plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, ont fait partie des consultations nombreuses qui ont eu de ce côté-là. À partir du signal qu'on a eu début du mois de novembre, il y a beaucoup de personnes qui ont été rencontrées, 70 organisations qui avaient été rencontrées durant les mois, surtout de décembre jusqu'à février, début mars. En avril 2005, on a fait un appel de contribution, pas loin de 250 contributions. Il y a une quinzaine de ministères qui ont été impliqués. Elle me l'avait dit avant. J'accepte. Oui. Bye, Marie-Claude. C'est vrai, mais elle me l'avait dit. Merci. Donc, on va investir 5 milliards immédiatement là-dedans. Là. Non, elle n'est pas venue. C'est ça. Ouais. C'était pas vrai, là, au cas où. Oui. Bon. Alors, et au mois de mai 2025, récemment, en fait, il y a un mois aujourd'hui, 4 semaines aujourd'hui, on a eu le fameux forum sur la prévention qui a été vraiment une source vraiment inspirante durant la journée, de plusieurs commentaires qui ont été ramenés, propositions et ajustements qui se sont faits autour de cette stratégie émergente. Donc, ça ne vous surprendra pas, vous l'avez déjà entendu, mais un système de santé et de services sociaux, normalement, carbure avec plusieurs objectifs en même temps. Quand on essaye de tout ramener ça, bien, il y a 5 grandes directions qu'il ne faut pas perdre de vue et essayer d'agglomérer en même temps. Soit l'amélioration de la santé et le bien-être des gens, améliorer l'expérience de service, s'assurer qu'on agit en toute équité pour notamment réduire les inégalités qui sont portées par les conditions des citoyens eux-mêmes et de leur environnement. L'expérience de travail, à quel point c'est devenu important, on entend parler de ça presque à tous les jours, et s'assurer aussi que tout ça se fait dans une perspective où le système peut se régénérer puis être viable dans un système public. Vous savez, au Québec comme au Canada, on se dit, on est chanceux, nous autres, on a un gros système public, tout est payé, tout ça. Quand on va en France, ouais, il y a des systèmes privés, tout ça. Au Canada et au Québec, 70 % de toutes les dépenses dans le système de santé et de services sociaux viennent des fonds publics. Mais il y en a pas loin de 30 % qui viennent de contributions privées, là, out of pocket, puis des assurances. Quand on est dans les pays européens, on joue à autour de 15 %. Donc, nonobstant notre paysage solide qui dit qu'il n'y a pas de système public, il n'y a pas de ticket modérateur, tout ça, on a quand même des contributions qui sont assez importantes là, de tous nos citoyens. Donc, il faut garder en tête cet espace qui peut se raffermir encore plus solidement, mais il faut au moins s'assurer qu'il se poursuit dans le temps. Alors, la stratégie, et ça vous a été dit déjà, la stratégie, c'est un modèle intégré qui doit agir à plusieurs niveaux. Essayez de faire ça de façon intégrée, en même temps, mais en bonne coordination puis en bon partenariat, avec une stratégie d'un bout de laisser faire, mais aussi essayer d'accompagner tout ça.
touchant au premier cœur les citoyens et leur collectivité, où là, c'est plus l'histoire naturelle, à moins que j'ai un autre diapo. Oui, excusez-moi. Je vais le faire à l'envers, mais donc organisé avec les citoyens, avec les citoyennes également, ça va de soi, au niveau dans un cercle de proximité avec tous les efforts qui sont faits sur les services de première ligne, d'être capable d'offrir tous les services requis pour de la prévention clinique faite par les cliniciens, qu'ils soient médecins, infirmières, travailleurs sociaux, hier, nutritionnistes, pharmaciens, tout ça. Il y a beaucoup d'acteurs qui jouent dans cet environnement-là. Il faut être capable de solidifier ça, et on a la chance d'avoir des organisations d'envergure pour nous aider à ce faire. Il y a évidemment la prévention dans les milieux de vie. Le Programme national de santé publique, l'intervention du réseau de santé publique touche beaucoup à ça. Et il y a bien sûr l'action des gouvernements. Donc, que ce soit, lui, il est un peu grand pour que j'y tape dessus puis qu'il se dise de rester, mais, ouais, mais on va tous s'en souvenir, là, mais c'est ça. Là, il y en a-tu d'autres qu'il faut qu'ils partent, là? Fait qu'on va vous dire de partir dessus. Ah, bien, il y a des gens qui arrivent, justement, donc, et que je connais qui sont bien meilleurs que ceux qui ont quitté. Et donc, l'action à partir des gouvernements. Évidemment, le gouvernement, on entend souvent le gouvernement qui est le gouvernement provincial, mais les gouvernements de proximité, locaux, les villes, les municipalités, les MRC ont beaucoup à jouer de ce côté-là. Alors, si on ramène ça dans une perspective plus intégrée, bien, c'est sûr que la stratégie, quand elle va se dévoiler, se présenter et surtout s'activer puis se raffiner, bien, elle va chercher à toucher à tous les cycles de vie. Donc, les jeunes mères, les enfants, bien sûr, les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, les adultes et les personnes âgées, mais en tenant compte de toutes ces dispositions qui peuvent être prises à l'échelle communautaire jusqu'à l'échelle de l'action par les gouvernements avec des politiques publiques ou des changements de règles. Et en fait, c'est tout ça dans l'univers des règles de fonctionnement d'une société qui sont éditées par les gouvernements, quels qu'ils soient, là, comme je l'ai mentionné. Alors, somme toute, pour nous, puis je vais accélérer pour laisser de l'espace aux collègues aussi, mais somme toute, pour nous, la prévention, c'est une grande ambition. La prévention, pour nous, le slogan, la santé, c'est la prévention. On le dit beaucoup, ça a été repris à de nombreuses fois depuis hier par plusieurs intervenants. C'est tout à fait correct, il faut juste se mettre dans le mood de mettre ça en action avec la plus grande vigueur possible parce qu'on a une ambition qui soit se réaliser à relativement court terme. Ce n'est pas sur 50 ans, ça, là, c'est sur les prochaines années. On peut peut-être se donner des ambitions à partager sur quelques prochaines années, là, 10 ans, mais il faut que ça se passe plus vite. Alors, la prévention, on l'a tenté de l'agglomérer. Et ça, ici, c'est émergent. Ce n'est pas béni par le ministre et le gouvernement en ce moment, mais on est capable aujourd'hui de se dire, ben, on va partager ça. Ben, c'est réduire les maladies évitables, c'est de s'engager pour des générations actuelles d'aujourd'hui, c'est-à-dire des générations en santé, excusez-moi, aujourd'hui et celles qui vont nous suivre, créer des milieux de vie sains et être capable d'anticiper puis rester à l'avant-garde. Alors, quand on regarde pour la réduction des maladies, ben, vous l'avez largement entendu, là, que ce soit cardiovasculaire, cancer, etc., on peut éviter ça par des actions préventives, des ajustements de comportement, oui, mais des actions qui vont faciliter le tout avec tout l'arsenal qu'on a nommé tantôt d'en haut jusqu'en bas avec les collègues, les situations d'intervention communautaire, etc. Alors, on va vouloir agir en priorité sur l'alimentation, sur le mode de vie physiquement actif, bouger, le tabagisme qui continue à être un fléau important, qui n'a pas l'ampleur qu'il avait avant, mais qui continue à être présent, et la consommation d'alcool. La prévention, c'est aussi s'engager pour des générations en santé. Celle d'aujourd'hui, mais celle qui s'en vient. Alors, on va vouloir accompagner des transformations pour les différentes générations. Il faut agir sur des déterminants qui vont favoriser une action préventive de l'enfance et tout au long de la vie. Et il faut donc agir sur les conditions de vie, le soutien aux familles directes et communautaires, bien, ce n'est pas excluant l'un et l'autre, la santé mentale positive et la littératie en santé. On en a parlé hier, Mme Laurando
en faisait état. C'est une des touches qui a été exploitée déjà par Dr. Deguise dans ses fonctions préalables au CHUM, notamment. Mais ce n'est pas juste là. Ça doit se passer, puis on le voit à quel point c'est important, surtout avec les intentions manifestes de nos Américains de disloquer le gros bon sens autour de ça. La prévention, c'est de créer des milieux de vie sains. Les environnements dans lesquels on vit, qu'on travaille ou qu'on grandit, influencent bien sûr notre santé, notre bien-être. Puis c'est en créant des milieux qui sont inclusifs et sains qu'on va favoriser la santé pour tout le monde. Donc, il faut travailler sur la mobilité durable, les milieux de travail sains, puis l'accès à la nature et au plein air de façon équitable pour tout le monde et à proximité. Donc, il faut qu'on puisse agir aussi là-dessus. Puis enfin, c'est d'anticiper puis de rester à l'avant-garde. On a eu beaucoup de signaux qui nous viennent des partenaires industriels à la recherche d'innovation. On est rassurés autour de ça parce que, justement, il y a de l'espace de création et d'innovation encore très qui a un avenir énorme et nous comptons aussi tous là-dessus. Alors, le Québec est connu comme un chef de file, bien sûr, mais les bouleversements auxquels on assiste, que ce soit les transformations économiques brutales que nous voyons, les changements climatiques, bien sûr, plusieurs autres dispositions, doivent nous permettre de rester attentifs et nous rappellent l'importance d'adapter et d'être mieux préparés. Alors, il faut lutter contre cette désinformation. On parlait de littératie tantôt en miroir, la lutte contre la désinformation. L'innovation et la recherche, on en a dit quelques mots. La valorisation des données et la santé au cœur des décisions sociétales. Donc, il ne faut pas se gêner autour de ça. Vous entendez toutes sortes de dispositions de risques là, de COVID qui pourraient revenir avec des variants. Ça voulait dire? Oui. Oui. Ah oui, oui, bon. Ça fait 5-6 minutes que c'est fini. J'ai dit des bons mots. J'ai dit des bons mots pour une personne que je ne renommerai plus. Alors, la prévention, c'est aussi une option de partage. Ça ne peut pas se faire uniquement avec un ministère, encore moins avec un sous-ministériat. C'est l'affaire de tout le monde. La santé, ça dépend, vous le savez, de plusieurs facteurs. Pour agir, c'est déterminant. On n'est pas capable de faire ça. On peut faire des bons coups, mais il faut vraiment que ce soit plus collectif. C'est un enjeu qui nous touche tous. D'abord, nous autres mêmes personnellement, nos environnements de proximité. Puis, on le sait qu'on peut tous agir ensemble, à chacun à nos échelles, et faire une réelle différence. Puis, Dieu sait que les exemples ont été nombreux. Alors, on a un rôle à jouer avec la première ligne également. Je ne veux pas déplacer le focus uniquement sur les services de proximité, mais c'est un déterminant de la santé des services sociaux important, mais qui pourrait être configuré de ma tête à être plus efficace sans doute avec des mécanismes de prévention clinique, de dépistage, ça, plus intégrés, plus standardisés, qui réduisent les risques et les inéquités, parce que ça ne se présente pas tout de la même manière. Alors, il y a de l'espace pour ça. Donc, sans plus tarder, je vous remercie pour cette première section et je me tourne vers mes collègues qui ont hâte de s'exprimer. Alors, on a 3 panélistes avec nous. Dans toutes les présentations que j'ai faites dans ma vie, souvent, quand c'était rendu à la diapo, merci, les gens applaudissaient. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est pas le cas. Non. Vous avez eu votre chance, là. Hein? Fait que c'est ça. On reviendra à la fin. Mais c'est parce qu'à la fin, c'est mélangé avec eux autres, j'imagine. Fait que, je ne sais pas c'est quoi la proportion. Et j'ai senti que c'était moins puissant que l'appel du début, mais c'est pas grave. Alors, donc, on a 3 invités. La première personne que je vais présenter, c'est Sylvie Bernier. Donc, c'est peut-être le temps de mettre une diapo. Sylvie, c'est, comme vous le savez, quelqu'un qui sait dire merci et qu'il faut juste passer à l'autre diapo après. Non, c'est toi qu'il faut qu'il le fasse, Luc. Oh, c'est moi, en plus. Excusez. Donc, Sylvie, ce n'est pas la première fois qu'elle fait de la prévention. Sylvie, vous le savez sans doute tous, a été championne olympique. Elle a été une championne olympique en 84 au saut, au plongeon. Et, excusez-moi, c'est parce qu'elle saut en hauteur. Saut en longueur. Saut en hauteur. C'est vraiment incroyable. Et M. Lévesque a été subjugué de voir à quel point elle était attentive à ses comportements.
Elle a donc fait ça. Et d'ailleurs, il y a un moment donné, ça fait une couple d'années, Sylvie, je lui disais à quel point j'étais admiratif d'elle et qu'à l'époque, moi, j'en revenais pas de voir cette belle personne-là là, plongée comme ça. Puis elle me disait, elle a annoncé, elle dit oui, j'ai eu beaucoup de messages. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit pour me demander en mariage. Ça, c'était moi. Fait que, c'était ça. Et ça l'a bien embarrassé. Puis après ça, elle est venue me voir. Hey, je m'excuse, hein, je n'avais pas répondu. Je dis, mais non, c'est une joke, là, mais tu sais, elle était toute mal. Une belle lettre avec du parfum dedans, là, tout, enfin, c'est ça. Donc, Sylvie a évolué avec une grande reconnaissance publique, puis elle a énormément influencé la connaissance et le partage d'informations à différents niveaux, parce qu'elle a été très populaire, elle est toujours. Et elle, pour l'instant, elle est la présidente, elle est toujours plutôt la présidente de la table québécoise sur la saine alimentation et la table sur le mode de vie physiquement actif. On compte aussi sur Michel Deguise. Michel, que je connais bien, Michel est une cardiologue de formation. Elle a exercé dans des milieux très, très spécialisés et elle a même dirigé les soins intensifs coronariens du côté du CHUM. Mais en même temps, elle a toujours développé une fibre pour la prévention et elle s'est retrouvée à diriger la direction de la promotion de la santé du CHUM. D'avoir une direction de promotion de la santé dans un hôpital universitaire comme le CHUM était déjà une source d'innovation. Elle a un intérêt varié sur tout ce qui s'appelle prévention, allant de la littératie jusqu'à comment composer justement avec des systèmes de soins et les rendre plus disponibles pour ça sans négliger le reste. Depuis plusieurs années maintenant, quelques années en fait, je ne vous dirai pas tout ce qu'elle a fait, mais elle est la présidente directrice générale de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux et elle fait ça de manière hors pair. Jean-François Fortin-Véraud est également issu du CHUM, notamment. Il a eu une carrière florissante au CHUM. C'est à lui qu'on doit tous les problèmes financiers de l'établissement. Quand... C'est pas vrai. Jean-François, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Ils ont tous des formations spécialisées, même des programmes force et tout ça. Mais Jean-François a été un des co-dirigeants du CHUM et il est, depuis quelques années, le président-directeur général du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, là où on a un hôpital qui devrait être rénové d'ici quelques semaines, Maisonneuve-Rosemont. Alors, on a la chance d'avoir des gens qui sont avec nous et qui vont nous apporter une vision complémentaire à ce qui a été présenté. Et d'entrée de jeu, je vais les inviter. Je vais commencer avec toi, Jean-François, si tu me permets. Je vais les inviter à donner un mot d'ouverture sur leur perspective, justement, complémentaire. Comment on fait avec de telles idées pour passer à l'action, pour rendre ça efficace, pour rendre ça concret? Donc, Jean-François, vous avez 3 minutes et vous savez comment je suis rigoureux sur le temps. Oui, c'est ça. Tu as 20 minutes, Jean-François. Je vais prendre le temps. Bonjour tout le monde, vraiment content d'être là aujourd'hui. Je vais me permettre justement avec humilité de faire le clin d'œil de comment on est capable de l'implanter dans un contexte avec les ressources dont on dispose. Parce que, tu sais, l'objectif, Luc le dit, là, on n'aura pas malheureusement 5 milliards de nouveaux dollars. Il faut redistribuer les ressources pour actualiser la prévention. Dans le contexte du CIUS de l'Est, on essaye de le faire malgré les optimisations financières. Quelques clins d'œil, puis on n'aura pas le temps en 3 minutes de rentrer en profondeur, mais s'il y a des questions tantôt, ça me fera plaisir. Prévention primaire. Je pense que Luc le mentionnait. Comment on fait? Je vais vous donner un exemple. On a travaillé avec les tables de quartier en mode intersectoriel à identifier leurs priorités. Plusieurs secteurs ont identifié l'alimentation saine parce qu'il n'y a pas d'alimentation fraîche dans l'Est. Donc, d'autres secteurs ont identifié des endroits pour faire du sport. Puis nous, ça veut dire qu'il faut continuer à investir dans nos organisateurs communautaires, dans nos gestionnaires de projets qui accompagnent ces environnements-là pour être capables de livrer ça. Okay? Fait que c'est un exemple. Un autre exemple en prévention, je vois Joanne dans la salle, commissaire à la santé et au bien-être. On a travaillé à qu'est-ce que nos aînés consomment sur le territoire. Puis comment on peut faire autrement au service de ces aînés-là. Fait qu'avec des données de consommation uniques, fait qu'on est en train de le faire puis de définir quelque chose de très détaillé pour y arriver. Je vais me déplacer un peu dans le continuum. Dans la prévention auprès des gens qui ont des maladies chroniques. J'ai vu Caroline dans la salle. Ce n'est pas des choses nouvelles, mais on a souvent arrêté de le faire par manque de ressources.
on a mis en place une équipe visage où on est allé chercher nos grands consommateurs, puis on fait du suivi individualisé auprès des clientèles qui reviennent souvent pour les aider à mieux prendre en charge leur santé puis à changer leurs habitudes de vie associées à leur maladie. Donc, ça aussi, ça se fait. Il faut le choisir, il faut le prioriser. Dernier exemple, parce que 3 minutes, ça passe vite, prévention quaternaire. On n'est pas bon encore dans ça, mais on essaye d'y travailler. Comment y arriver? Je vais vous donner des exemples très concrets. La troisième ligne de chimiothérapie. Est-ce qu'on doit vraiment l'offrir? Dans quelles circonstances? Avec quel effet clinique? Les niveaux de soins. On est devenu bien meilleur à les discuter avec les patients et les familles, mais on n'est pas encore capable, quand l'intervention arrive, de le maintenir, le niveau de soins. Souvent, devant la détresse, les familles le changent. Puis là, ce n'est pas aidant pour les personnes. De réanimer une personne en fin de vie avec plein de séquelles puis avec une fin de vie en souffrance. Il faut apprendre ces dimensions éthiques-là et mieux les faire. Je termine avec un élément aussi que je crois beaucoup en termes de prévention. On a changé notre direction des communications. Elle ne fait presque plus de communication interne. C'est une direction qui est dédiée exclusivement à faire de la promotion, de la prévention puis de l'accompagnement aux patients. Donc, on a fait les problèmes de santé courants, puis là, on s'en va sur l'enjeu du vieillissement puis des pertes de capacité. Fait que les mêmes ressources, des choix cliniques de priorité, arrimés sur une vision de prévention pour essayer de faire une différence avec ce qu'on a. Merci beaucoup. Bravo. Applaudissements spontanés. Bon, alors, Sylvie. Moi, je me lève debout. Je me lève debout, puis je regarde Valérie qui est là, qui est kinésiologue, et je suis convaincue qu'elle dirait tout le monde devrait se lever debout parce que de la prévention, ça se vit tout le temps. Fait que levez-vous debout, 15 secondes. Juste, tout le monde, c'est ça. Ah ben oui, mais vous pouvez vous rasseoir un moment donné, mais juste. Puis Valérie, ce qu'elle dirait, c'est que juste en vous levant debout, vous brisez la sédentarité, qui est un enjeu majeur actuellement dans toutes les entreprises et dans toute notre société. Et juste de... Martin Junot, s'il était ici, c'est sûr qu'il le dirait aussi. Juste de se lever debout, on brise la sédentarité et tous les effets négatifs. Et si je bouge comme ça, juste d'une jambe à l'autre comme ça, je diminue de 50 %. C'est quoi? 50 % la mortalité prématurée. Imaginez, 50 %. Il n'y a pas une pilule qui fait ça. Et si je fais juste me lever et être debout, c'est 37 %. Quand même incroyable, mais c'est ça de la prévention. La prévention, c'est à tout moment, ça se vit au quotidien. Tout à l'heure, j'écoutais l'autre côté. Qu'est-ce qui donne un sens à notre vie? C'est souvent une expérience qu'on a vécue. Ça, ce petit moment-là, qui a été vraiment un plongeon dans la vie publique, jamais je m'attendais que ça allait avoir un impact aussi gros. C'était pas voulu, c'était pas prématuré, c'était pas préparé. Ça, c'est le premier ministre qui est à côté de moi. Ceux qui étaient nés, parce que de plus en plus, il y a un monde qui était né. Ceux qui étaient nés, qui étaient bien jeunes, mais qui étaient nés. Donc, il fumait, puis il allumait sa cigarette de bout à bout. Puis à l'époque, on fumait partout. Quand on parle de prévention, à l'époque. Et ce que les gens ne savent pas, ceux qui n'étaient pas nés, ceux qui étaient nés, Luc, c'est sûr qu'il le sait, il voulait me marier, mais j'étais asthmatique sévère. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à plonger. Et c'est un peu à ce moment-là que j'ai fait le choix, après ma carrière de plongeuse, de dédier ma vie à la prévention. Je vous le dis à vous, vous êtes en première ligne. Le médecin, Dr Momini, pneumologue, à l'époque, les enfants asthmatiques étaient assis sur un banc pendant le cours d'éducation physique. Donc, j'étais une enfant à 7 ans qui était confinée à un banc parce que ça pouvait déclencher une crise d'asthme. Je vais rencontrer ce médecin-là et je vous en parle parce que chaque mot, chaque phrase peut être très puissante. Et ce médecin-là a dit à mes parents, non seulement je ne veux pas qu'elle soit assise sur un banc pendant le cours d'éducation physique, il a fait une prescription à mon prof d'éducation physique pour dire « je veux qu'elle bouge ». Et il a dit à mes parents qui avaient 5 enfants et qui travaillaient dans le milieu de la santé, les deux, « je veux que votre fille fasse du sport tous les jours ». Ça a été sa prescription il y a 50 ans. Imaginez comment il était avant-gardiste. Vous pouvez vous rasseoir. Il me reste 5 secondes.
En fait, tout ça pour vous dire que la prévention, merci Luc pour cette politique, merci à toute l'équipe pour cette stratégie nationale de prévention en santé. Ça fait 30 ans que j'évolue dans le milieu de la prévention. Ce que je vois depuis le mois de mai dernier, je ne l'ai jamais vu. De réunir tout le monde. Ce que j'entends ici depuis 2 jours, je ne l'ai jamais vu non plus. J'ai fait mon mémoire de maîtrise il y a 10-12 ans, avec Marie-Claire qui est là, sur comment briser les silos au niveau ministériel. On va en reparler tout à l'heure, on va avoir un peu plus de temps. Comment faire en sorte que tous les ministères qui, eux, génèrent de la santé, peuvent faire la différence quand il y a véritablement une cohérence, une durabilité et véritablement une croyance dans ces ministères-là qu'eux génèrent de la santé, qu'on parle des transports, qu'on parle de la famille, qu'on parle de l'éducation, qu'on parle... Donc, cette cohérence-là est extrêmement importante et c'est ce sur quoi je travaille, pas toute seule, et je le dis bien humblement aujourd'hui, je représente 80 organismes communautaires et des OBNL qui travaillent sur le terrain depuis des décennies pour vous outiller, pour vous aider, vous, à inclure de la prévention dans votre pratique. J'arrête là, Luc. Tu peux m'asseoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, merci. Michel, s'il te plaît. Alors, on est dans un système de santé apprenant. Moi, je viens d'apprendre jamais plus un panel avec Luc Boileau, mais oui avec Jean-François. Ceci étant dit. Comment l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, c'est l'INES, peut contribuer à cette stratégie qui est combien structurante et combien importante. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Le rôle stratégique qu'on a, c'est celui d'émettre des avis rigoureux scientifiques sur l'efficacité, l'innocuité, l'efficience des différentes interventions en santé. Alors, dans le cadre de la prévention et de la promotion de la santé, c'est la même chose. Comment, avec parcimonie, comment on choisit les gestes les plus judicieux qui vont amener le plus d'impact, qu'on confie aux différents professionnels de la santé en termes d'intervention auprès des patients, des citoyens, pour améliorer le profil de santé, réduire la pression des maladies chroniques, comme Dr Boileau l'a si bien dit précédemment. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre les savoirs qu'on va chercher dans la littérature scientifique, bien sûr, auprès des chercheurs, mais aussi auprès des cliniciens, auprès des gestionnaires, auprès des patients et auprès des citoyens, pour faire en sorte de formuler des recommandations qui tiennent compte de plusieurs dimensions. Parfois, il y a un caractère très prometteur à la prévention, à la promotion de la santé. Hein. On a comme l'intuition que le dépistage, ça ne peut qu'être bon, alors qu'il est quand même important d'en faire la démonstration en termes d'efficacité. Est-ce qu'on peut nuire parfois en faisant de la surmédicalisation dans certains cas? Quels sont les coûts? Et puis, à l'INES, on est en train de développer vraiment une équipe solide en économie de la santé. On l'a en pharmacoéconomie. Plusieurs d'entre vous êtes au courant de ça. Mais quelles sont les meilleures interventions qui apportent le plus de valeur au meilleur coût? Puis avec ce sentiment de parcimonie pour les cliniciens, pour pas qu'ils soient inondés d'interventions et de pratiques à introduire, mais plutôt qu'ils puissent miser sur celles qui vont avoir le plus grand potentiel pour les patients et les citoyens, pour les maintenir en santé, comme on a dit, mais aussi pour éviter la progression rapide des maladies, puis alourdir le poids sur le système. L'INES, donc, peut synthétiser ces savoirs-là, puis le plus important, une fois qu'on a bien maîtrisé les savoirs, c'est de pouvoir outiller les cliniciens. On outille un peu moins les patients, nous. On interpelle relativement peu les patients dans nos pratiques. On verra si c'est un développement à l'INES un jour. Mais pour le moment, ce qu'on vise à faire, puis ce qui est notre mission, c'est d'outiller les cliniciens sur le terrain. Peut-être mobiliser de façon interprofessionnelle, en respect des savoirs de chacun, pour que chacun puisse contribuer à cette dimension-là qui est celle de la prévention, la promotion de la santé. 3 secondes, Dr Boileau, que je vous donne. Ça, c'est la générosité. Bravo. Merci beaucoup, Michel. Merci. Je vais poser quelques questions, Sylvie. Oui. On vient de parler, c'est l'affaire de tous, oui. La participation des patients eux-mêmes, des personnes, des usagers ou des citoyens. Comment, tu sais, quand on dit c'est l'affaire de tous, comment, toi, avec l'expérience que tu as, tu vois l'arrimage possible avec les communautés, avec les milieux de vie? Mais comme je vous l'ai dit, moi,
je représente aujourd'hui, je suis comme une porte-voix de près de 80 organismes qui œuvrent en alimentation et en mode de vie physiquement actif. 2 composantes que vous avez présentées tout à l'heure qui sont essentielles au maintien et même à l'amélioration de la santé. Donc, on peut y aller par cycle de vie ou par milieu de vie. Donc, quand on parle de petite enfance, ça peut être de la formation, par exemple, aux éducateurs en service de garde, que ce soit en alimentation. On parle de littératie alimentaire, on en a parlé hier, on parlait tout à l'heure de l'alimentation. C'est beau de dire aux gens « bouge plus, mange mieux ». Si la littératie alimentaire et le développement des compétences et des connaissances ne sont pas là, donc ça, c'est un milieu de vie qui est extrêmement important avec les éducatrices en service de garde, entre autres. Le jeu libre actif à l'extérieur, on le sait, plus on commence tôt, avec nos plus petits, plus il va y avoir un développement global qui va se faire. Donc, à ce moment-là, il y a aussi une connaissance qui se développe chez le parent. Donc, on forme les éducateurs, mais le parent, par ricochet, a cette information-là. Si je continue dans le cycle de vie, on arrive à l'école. Je vous donne un exemple très concret. L'étalement urbain, c'est un gros problème actuellement par rapport au déplacement actif. Juste les gens qui sont venus ici ce matin en métro, en autobus, déjà, vous avez probablement le 30 minutes recommandé par jour de déplacement actif. Quand je dis que la prévention, ça se vit dans notre quotidien, bien, c'est ça. Mais nous, comme parents, quand on dit qu'on a besoin de toute la population pour y arriver, nous, comme parents, on a aussi un examen de conscience à faire. Juste le fait qu'on va reconduire nos enfants. Et si on pouvait rentrer dans l'école avec notre char, on le ferait, parce que nous sommes tous d'excellents parents. Mais, puis je le dis sans jugement, sans culpabilité, on est tous dans le même bateau. Donc, comment changer tout ce paradigme-là et de dire, bien, mon enfant, je vais le laisser marcher parce que 80 de nos enfants d'école primaire vivent à une distance de marche pour se rendre à l'école. Donc ça, quand on dit transformer une norme sociale par rapport au déplacement, c'est ça. Je pourrais continuer sur tous les cycles de vie, en entreprise, au niveau gouvernemental aussi. Donc voilà l'importance de l'engagement de tous. Merci beaucoup, Michel. Je veux revenir sur ce que tu disais. Tu as présenté l'INES et tous les leviers que ça peut représenter. Mais c'est quoi pour toi les mécanismes ou les méthodes qui peuvent être mises de l'avant pour vraiment s'assurer qu'on intègre les données probantes pour la planification, la mise en œuvre puis l'adaptation continue de la stratégie? Parce qu'en prévention, il y a beaucoup de bonne volonté. Hein? Il y a beaucoup de gens, OK, on va faire ça, on va faire ça. Mais comme tu dis, il y a besoin des fois d'un raffinement. C'est quoi? Qu'est-ce qui peut être fait, que ce soit à l'INES ou ailleurs, pour avoir cette pensée-là? Tu sais, j'ai l'habitude de ne pas trop répondre aux questions. Je vais essayer de... Mais donc, c'est une vraie question, ça. Je pense Elle était de même à l'entrevue. 3 fois, pouvez-vous répéter la question? Ouais. Donc, je pense qu'il faut voir ça un peu comme on a réfléchi à l'INES, tout le cycle de l'innovation. Donc, d'abord, il faut bien anticiper le potentiel de valeur, puis un peu voir quels seraient les écueils à l'implantation, quel est l'impact sur l'organisation des soins, qu'est-ce qui est nécessaire pour atteindre le résultat escompté. Donc, bien anticiper tous les enjeux autour, puis tous les bénéfices qu'on peut aller chercher autour d'une intervention. Puis après ça, bien, on a parlé beaucoup de cette capacité qu'on devrait avoir à mesurer de façon itérative la valeur des interventions qu'on propose. Je vais vous donner l'exemple du dépistage du cancer du poumon. Des fois, les gens pourraient dire, bien, c'est un no-brainer, hein, il faut dépister ça, c'est tellement dangereux le cancer du poumon. On a conclu ça à l'INES qu'il fallait dépister, mais attention, il y avait des enjeux de surdiagnostic, de surintervention, de lobectomie non nécessaire. On a dit, il y a aussi peut-être un enjeu d'accès au CT scan. Donc, si on intègre cette dynamique-là, il faudra la mesurer en contexte réel de soins. Ce qu'on a fait, on a publié le rapport. Ce qu'on voit, là, je veux le partager avec vous, c'est qu'un programme de dépistage cancer du poumon ou une approche, c'est extrêmement efficace. Il y a 85 des patients qui étaient dépistés puis sur lesquels on pouvait encore faire une intervention curative, chirurgicale. Donc, d'éviter tout le cycle de la chimiothérapie et tout ça, puis d'améliorer la mortalité. Donc, ça fonctionne, mais ça fonctionne. Il faut faire la revision des pratiques radiologiques constamment puis se mettre à jour. Puis ça fonctionne, mais encore faut-il avoir accès au CT scan. Puis là, ce qu'on a démontré dans ça, c'est difficile d'avoir accès au CT scan. Quand on fait de la prévention, promotion de la santé, les idées sont bonnes, il faut les valider, il faut s'assurer qu'on puisse les implanter, puis il faut suivre avec une approche réflexive les résultats pour toujours réajuster le tir puis s'assurer qu'on va chercher la pleine valeur. Merci, Michel.
Jean-François, la première ligne, on en parle beaucoup ici, évidemment, ça a ses structures, ses règles, ses modes de fonctionnement, ça a ses contraintes, ça offre beaucoup de possibilités. Toi qui es PDG d'un très grand réseau de santé et services sociaux, dans un bassin de population qui a des diversités importantes, comment faire pour agir localement, pour mobiliser les acteurs locaux à travers une première ligne intéressée, puis pour faire en sorte que ça marche? Comment qu'on peut faire ça là, quand on regarde le système de soins, puis en particulier la première ligne? Ben, c'est pas possible. Non, c'est pas Alors, donc, c'est On vient de sauver. Oui, non, c'est ça. Non, sérieusement. La première chose, tu sais, je pense qu'il faut réussir à casser en partie les silos qui sont justement, que tu as bien nommés, organisationnels. Tu sais, il faut réussir à créer le vrai partenariat entre le GMF, l'organisme communautaire, les soins à domicile, le CLSC, la pharmacie du coin, puis les organismes privés aussi, des cliniques de psychologues, d'ergothérapie, de physiothérapie. Fait qu'il faut réussir à créer ce maillage-là. Puis la plupart des situations cliniques, les gens veulent. Fait qu'il faut trouver les espaces pour rassembler les gens, puis faire de l'animation clinique avec des résultats cliniques à la clé. Puis c'est ça, des fois, l'enjeu, c'est que l'espace pour réussir à obtenir des gains pour les patients n'est pas suffisamment grand, puis les contraintes administratives, je vais le nommer comme ça, prennent trop de place. Il faut réussir à avoir ces discussions-là, puis ça part d'abord des données de qualité, puis des objectifs cliniques sur lesquels tout le monde peut se rassembler. Je vais donner un exemple. Dans l'Est de Montréal, on a 27 des jeunes du territoire, on a 40 des signalements à la DPJ. Donc, quand on dit ça, on peut mobiliser bien des gens puis les impliquer dans des stratégies de bienveillance puis des pratiques cliniques préventives pour détecter précocement la maltraitance envers les jeunes puis réussir à avoir des éclaireurs dans la communauté qui se mobilisent, qui sont formés, puis qui lèvent le drapeau. Puis après ça, avoir des gens en GMF qui sont capables de prendre le relais. On est capable d'animer un continuum clinique comme ça parce que tout le monde a reconnu l'importance de l'objectif. Fait que c'est à travers ça, je pense qu'on est capable de mailler les gens puis d'arriver à des résultats. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, mais c'est tout à fait possible de le faire. C'est-tu réaliste, justement, de regarder ça sur un espace-temps de quelques années où le concept « beaucoup de temps » nous transporte dans un autre éventuel changement structurel dans 10-15 ans? Non, mais le beaucoup de temps, c'est important, ça, parce qu'on a souvent l'impression, oui, c'est une action à long terme, ça, mais selon vous, on peut-tu gagner rapidement autour de ça? Déjà, ce que vous faites là, par rapport à cette identification-là de cette inéquité de répartition, puis de ce souci que vous avez, je ne veux pas te coincer, là, Jean-François. Non, ça ne me coince pas. En fait, il faut, nous, là, puis là, je vais dire ça, là, comme dirigeant de la santé, tenir ce temps-là. Puis, il faut trouver des façons autres d'obtenir certains des résultats qui sont demandés à plus court terme, puis garder la vision des effets de la prévention. Est-ce qu'on peut, dans une échelle de trimestre, générer des résultats? La réponse est probablement non. Mais est-ce qu'on est capable, nous, de garder le cap? Je pense que c'est notre responsabilité de le faire, puis on n'a pas toujours été bon pour le faire. Fait que ça nous appartient, puis je pense qu'il faut faire preuve d'un certain courage, puis de garder ces investissements-là, puis ça finit par payer. Tu sais, le plan de rétablissement, là, on a été l'endroit au Québec le plus affecté par la COVID. Ouais. J'ai parlé de ça aux équipes en septembre 2020. T'aurais dû voir leur face. on manquait de tout. On était en crise. Puis j'ai dit, il faut commencer à travailler ça. Puis il faut tisser la confiance avec notre communauté parce qu'il y a quelque chose de brisé. Fait que, mais on y arrive là. Mais il a fallu maintenir ce cap-là. Si je peux juste rajouter, lorsque vous travaillez beaucoup avec les populations vulnérables, l'insécurité alimentaire, entre autres aussi, et je pense que ce que Jean-François vient de dire là, c'est à la base de la prévention, c'est de toujours garder en tête ce qui est important. Et ça, le ministre Dubé le dit régulièrement aussi, ce qui est important. Mais l'important qu'on a délaissé trop longtemps est à la source maintenant de ce qui est urgent. Et donc, là, on ne peut plus se permettre de délaisser l'important. Et c'est exactement ce que vous venez d'expliquer.
Et ça, c'est nous tous qui devons être les gardiens. On appelle une vigie structurante. C'est nous, ça. C'est nous tous. Puis je ne mets pas ça sur vous. Je mets ça sur nous tous comme société. On fait le choix aujourd'hui, puis on le fait il y a longtemps, mais là, je pense qu'on le réitère avec cette stratégie, que la prévention devrait toujours rester au cœur de chacune de nos décisions, partout. Puis quand on parle de health in all policies, la santé dans toutes les politiques, le gouvernement se doit, je crois, puis ça, on va être garant de surveillance gentille, si on peut dire, on veut s'assurer qu'il y a véritablement une durabilité dans ce qui est annoncé aujourd'hui. Mais regardez, on va laisser de l'espace pour des commentaires ou des questions, mais pendant que vous vous approchez du micro, aux 3 collègues ici en avant, s'il y avait une chose que vous souhaiteriez qu'il se passe, puis vous pensez que ça va faire une différence là, pour implanter une stratégie comme ça, une affaire, là, pour vous, là, ça, bang, bang, ce serait quoi? Allez-y comme vous le pensez. Moi, je vais aller rapidement une expérience, parce que l'expérience personnelle, il n'y a rien de plus fort que ça. Mon papa a failli mourir d'un bras à 57 ans. Infarctus. Ponté 3 fois. Il y a de cela longtemps. Et c'est aussi là que j'ai fait le choix de faire ce que je fais là. C'est-à-dire que de dire à chaque personne, à chaque jour, ce qu'il y a de plus important dans notre vie individuelle, c'est de prendre soin de nous. Et ce que je dois ajouter, c'est que mon papa a 2 spécialités, nucléiste et radiologiste. Mon papa était le pire cordonnier mal chaussé. Fait que je vous le dis à vous avec beaucoup de compassion, parce qu'on a besoin de vous. Et vous avez besoin de nous aussi. Et mon papa, la fin de l'histoire, c'est qu'il a vécu jusqu'à 93 ans. Parce qu'il a changé beaucoup de choses. Il a commencé à bouger, il a commencé à être actif, il ne mangeait pas mieux. Ma mère cachait ses carottes dans son spaghetti. Mais il y a toujours espoir. Fait que s'il y a une chose, c'est prenez soin de vous, parce qu'on a besoin de vous. Puis quand vous allez intégrer véritablement les habitudes de vie que vous connaissez tous intellectuellement, vous les connaissez tous, et j'ai ma corde à danser avec moi que je traîne partout pour intégrer ce mode de vie-là. Fait que prenez soin de vous, on va prendre soin de nous, et ensemble, chaque point de contact qu'on a l'occasion de parler d'alimentation, qu'on a l'occasion de parler de bouger, de se lever, de marcher, j'arrête. Voilà, c'est ça de la prévention. 1 point. Pendant que Michel va essayer ta corde à danser, toi, t'aurais-tu Moi, une suggestion, un levier, quelque chose de faire une différence? Là? Je pense qu'on est dans une société qui vieillit. La pression va être très forte pour investir auprès des personnes âgées. Je pense que dans la stratégie de prévention, il faut miser sur nos jeunes. Et puis, il faut réussir ce virage-là. On a vu post-pandémique une détérioration majeure des habitudes de vie, augmentation de l'anxiété, diminution de l'activité physique. On a parlé beaucoup des médias sociaux. Pour moi, comme société, il faut investir là, puis il faut réussir ce virage-là, parce que dans un horizon de temps long, on va perdre comme société. Merci beaucoup. Michel. Difficile de parler après ces deux points très éloquents. Moi, je vais revenir à l'enseignement. Je vais revenir, puis peut-être à la recherche aussi. À l'école de médecine, puis en nursing, partout, on nous apprend comment traiter les maladies. Et puis, on recherche beaucoup sur comment traiter les maladies. Mais on recherche peu sur le facteur salutogène. Donc, comment on maintient en santé. C'est relativement peu enseigné, en tout cas à mon époque, peut-être aujourd'hui mieux. C'est quoi les stratégies pour maintenir une population en santé? Ça peut commencer très tôt. Pour ça, il faut s'appuyer sur des données probantes. Il faut que les chercheurs mettent l'épaule à la rue. Merci au FR Santé de FRQ qui va dans le sens d'une santé durable. Fait que maintenir des efforts de recherche, enseigner, mieux comprendre ce qui maintient les gens en santé. Puis je pense que ça va se traduire à ce moment-là un peu plus dans nos gestes cliniques. Je vais vous demander de faire un petit mot de la fin, mais avant, on va entendre quelques questions ou commentaires. Donc, je vous en prie, présentez-vous en vous présentant, bien sûr, puis si votre question est adressée, on va peut-être les prendre les 3, puis ensuite répondre s'il y a lieu, mais allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Joëlle Lémon, présidente de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Bravo pour votre présentation, c'était super. Ça nous a fait du bien. Merci. J'ai 4 petits points, je vais aller rapidement par respect.
Je vais aller rapidement par respect pour les collègues derrière moi. Première chose, premier point à mon amie Sylvie, rentre pas dans une école avec ton char. Tu vas te ramasser les médias, puis on a besoin de toi en santé. Deuxièmement, j'aimerais ça mettre en lumière, Jean-François, on a la chance, les autres professionnels, évidemment, d'avoir des échos de terrain à la grandeur de la province. Puis j'aimerais ça communiquer avec toi, mais partager, si tu le permets, avec l'ensemble des gens qui nous accompagnent aujourd'hui, à quel point il y a des projets innovants qui se passent chez vous. Très rapidement, dernièrement, il y a eu un patient, un usager, qui a levé la main pour demander à l'établissement d'améliorer la prise en charge des personnes qui vivent avec la maladie cœliaque, entre autres la diète sans gluten, la gestion de la diète sans gluten dans votre établissement. Rapidement, en 2 mois, vos équipes se sont mobilisées, puis vous avez fait appel à Cœliaque Québec pour former votre personnel infirmier auxiliaire. On a trouvé ça tellement innovant et tellement inspirant. Ça fait du bien de voir le réseau, on a parlé de briser les silos, de travailler étroitement avec les OBNL, avec les communautés. Ça en est un exemple parfait, ça, duquel on peut s'inspirer à l'échelle de la province. Là. Félicitations pour avoir tendu la main à des gens qui font bien leur travail, comme Cœliaque Québec, entre autres. Fait que bravo pour ça. Mon dernier petit point, c'était pour l'INES. On est en train de travailler activement, on parle de la volonté sociétale de maintenir nos personnes aînées à domicile. On sait, là, les données nous laissent présager qu'il y a jusqu'à 1 personne sur 3 de 65 ans et plus au Canada qui serait atteinte de malnutrition, qui souffre de la malnutrition, qui nous place dans une spirale vraiment à risque là, pour l'exacerbation des maladies, entre autres, puis qui nous met à risque d'utiliser beaucoup plus fréquemment les besoins du réseau. Maintenant qu'on veut vieillir à domicile, ça va nous prendre des moyens d'identifier ça à la maison, d'être capable d'identifier les personnes à risque. On a des projets, on essaie de faire déployer les questionnements, là, des outils de questionnaires validés là, pour identifier la malnutrition au Québec dans les communautés, qui seraient portées par la communauté. Puis on nous dit on ne peut pas le faire parce que l'INES n'a pas encore fait un état des connaissances sur ces outils-là. Fait que je vous lance l'invitation et je vous tends la main. Je pense absolument que ça va être essentiel dans les prochaines années de pouvoir compter sur ça, puis je vais être disponible pour vous. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous demander de juste retenir, je vous en prie. Oui, allez-y. Moi, je vais baisser le micro. Alors, bonjour. Merci pour la présentation. C'était fort intéressant. C'est inspirant. Et puis, je suis contente d'entendre que la santé publique ne s'adresse pas qu'à la prévention des maladies, mais aussi à certaines conditions. Manon Dufresne, je suis présidente de l'Ordre de la physiothérapie du Québec. J'aimerais apporter le fait que dans les registres nationaux, notamment les AH223, il y a beaucoup en soutien à domicile, en CHSLD, en RPA, les risques de chute et les chutes qui sont vraiment, vraiment importantes. Il y a un emphase important qui va aussi être mis davantage avec Agrément Canada, comme vous allez le voir là, dans les prochaines années, sur comment est-ce qu'on agit sur les chutes. Donc, on le sait, on le fait, on regarde l'environnement, on travaille avec les collègues, on s'assure de mettre en place les bons moyens pour éviter ça. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a encore plus à faire et on peut s'inspirer donc de certains modèles, mais on sait qu'est-ce qu'on a au Québec déjà de très, très fort. Puis au-delà de ça, on sait qu'on a des chuteurs qui sont répétitifs. Donc, ils vont chuter même si on met en place un environnement parfait. Alors, il y a aussi des technologies maintenant qui existent pour... On met un équipement sur un joueur de hockey quand il s'en va sur la glace parce qu'on sait qu'il est à risque peut-être de se blesser. Alors, il y a aussi, là, au niveau technologique, des choses à faire pour nos chuteurs répétitifs. Je vous invite donc à pouvoir le regarder. Et à notre panel tout à l'heure, à 10h30, à 11h30, on va en parler, bien sûr. Mais j'aimerais ça, je salue l'initiative du fait qu'on n'est plus juste sur la prévention de la maladie, mais peut-être la prévention aussi de conditions qui sont évitables et qui sont préjudiciables à la population. Et je parle juste des chutes, mais je pourrais vous parler de bien d'autres choses, bien entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame qui a été... nommée ce matin, tantôt plutôt par Sylvie une couple de fois. Merci beaucoup, vraiment une capsule rapide parce qu'on va vouloir finir. Très rapidement. Alors, Valérie de la Fédération des kinésiologues du Québec, bonne semaine nationale de la kinésiologie à mes collègues kinésiologues aujourd'hui. Merci Sylvie pour cette mini-pause. Merci à vous 4, un panel super intéressant. On parle que la prévention, c'est un changement culturel. Nous sommes tous responsables en tant que citoyens. Mon souhait, tout à l'heure, vous disiez là, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux accompagner les gens à faire ce changement de culture-là. Il faut les éduquer
pour les éduquer. Oui, on peut leur dire, allez courir, allez jouer, il y a un bon terrain, etc. Les gens qui sont plus vulnérables ou qui n'ont pas cet accompagnement-là, des fois, ont besoin de cet accompagnement. Donc, plus d'accompagnement de professionnels, de nutritionnistes, de kinésiologues, de psychologues pour aider ces gens à faire ce changement de culture-là, pour nous aider à mettre en place cette belle politique de prévention. Merci beaucoup. Oui. Je vais vous demander de rester quelques secondes. On va entendre des propos très rapides, puis après ça, j'ai quelque chose à vous demander en quelques mots. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais puncher avant la fin? On a besoin de votre aide. Il faut changer la culture. Je vais juste parler de ma position comme PDG. Moi, je me fais questionner aux 8 heures sur la situation de mon urgence. Il n'y a jamais personne qui m'a questionné sur mon pourcentage de fumeurs. On a besoin de transformer nos pratiques collectives. C'est quoi ton pourcentage de fumeurs? Juste vous dire qu'il y a des centaines d'organismes qui sont là pour vous outiller, pour vous aider, pour vous accompagner, des nutris, des kin. On est présent, on est là pour les peu et pas actifs, comme on l'a mentionné. C'est ces gens-là qu'il faut aller chercher, les populations vulnérables, l'insécurité alimentaire. Donc, on est là et notre souhait, c'est de briser, je dirais, ce silo-là entre nous et créer un pont pour pouvoir vraiment qu'on collabore ensemble. Merci. Merci. Quoi ajouter, sinon vivement l'intégration des pratiques préventives dans ce qu'on appelle les meilleures pratiques. Merci. Donc, s'intéresser à l'important, pas juste aux urgents, mais à l'important. S'intéresser aussi à la mobilisation, à faire en sorte qu'on réduise les inégalités, parce qu'il y a des gens qui sont plus pesamment affectés. Puis une intégration solide, réussie des pratiques cliniques préventives. Moi, je veux vous remercier beaucoup de votre contribution et à vous toutes et tous. Je vais prendre une seconde pour vous demander, mettons, tu sais, tout le monde est capable de faire mettons, là, on essaye OK. Bon, si on pose la question, ça vous tenterait-tu de voir que la prévention soit accentuée et bien financée? Là, vous faites faire pas plus que ça? Yeah. Il y a eu 2, 3 slips. OK. Avez-vous aimé la présentation? Bien là. Là, il y a OK. Avez-vous confiance que ça va marcher? Non, mais c'est important. Regardez bien. Avez-vous confiance que ça va marcher? Oui. Non, mais tu sais, c'est pas... Donc, on a encore un bout de chemin à faire. On a encore des convictions à faire, on a encore des investissements à apporter, on a encore beaucoup d'énergie à mettre. Mais êtes-vous prête à contribuer? Oui. Oui. OK. Donc, vous avez entendu qu'il y a eu des petits applaudissements là, des autres salles, on a tout entendu ça. On peut-tu s'arranger pour que ça marque le pas, puis de faire des applaudissements colossaux ici, là, comme le but là, de tantôt. Comme ça, ils vont tous se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à go, si vous êtes d'accord, là. Oui, il faut ouvrir la porte. OK. Ouvre la porte. On ouvre les portes. OK, on est prêt à go. Mais là, vous vous lâchez, là, tout le monde. OK, debout! Debout! Oui. Attends, Michel. C'est ça. Bon, ben, merci beaucoup. Merci à mes collègues. Merci à vous autres. Et puis, passez une belle journée préventivement. Merci. Voilà, merci.